Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Au-delà des tatamis, un podcast présenté par la VLB Team où l'on parlera du jiu-jitsu brésilien, des enfants et de l'impact social. Au fil de nos podcasts, on explorera l'impact profond que le sport peut avoir dans les communautés en offrant à nos plus jeunes des outils pour naviguer dans les défis de la vie. Alors si vous êtes prêts à découvrir comment la pratique du jiu-jitsu brésilien se transforme en une véritable force positive dans la vie des enfants, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous pour des récits inspirants avec nos différents invités qui nous partageront leurs expériences, leurs secrets et surtout leurs passions. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode donc de Au-delà des tatamis. Je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver avec un nouvel invité et aujourd'hui on reçoit Ahmed Zemouri. Bonjour Ahmed. Bonjour. Merci à toi Ahmed déjà d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous pour partager ce énième podcast d'Au-delà des tatamis où on s'intéresse au sport mais surtout à l'impact social et aux valeurs qui peuvent émerger à partir du sport, des clubs, des individus qui portent ces clubs-là. Et on va s'intéresser avec toi dans ce podcast et j'en suis vraiment très content au sujet du handicap et au sujet du projet de vie. Eh ben, je suis honoré de votre invitation. Merci beaucoup. Merci à toi, Ahmed. Alors, juste pour ceux qui ne te connaissent pas, voilà, tu es né le 8 avril 93 à Besançon. C'est bien ça. Et tu es un karatéka français, d'accord ? Oui. Donc, tu as été membre de l'équipe de France de 2009 à 2018. C'est ça. Tu as été médaillé de bronze en kata par équipe au championnat d'Europe de karaté en 2015, champion d'Europe senior en 2016, vice-champion du monde en 2016. C'est ça. Et puis, une médaille d'argent en kata par équipe au championnat du monde en 2016 et au championnat d'Europe de karaté 2017. C'est ça. Et en parallèle, donc, tu as suivi un parcours universitaire dans le domaine de la santé. C'est ça aussi. On reviendra dessus. Et tu es aujourd'hui coach donc, de la section karaté Sarcelles. Ouais, je suis l'un des coachs chargés en fait de travailler dans une branche parce que le karaté, il y a deux disciplines principales. Donc il y a le combat, le kumite qu'on appelle en japonais, et donc il y a aussi d'innombrables champions sarcellois qui travaillent dans cette branche-là. Et il y a la branche des katas, donc c'est les démonstrations de forme en fait du karaté. Et donc moi je suis en charge de cette section-là dans le club de Sarcelles. Super. Donc on reviendra aussi sur ton parcours sportif parce que ton parcours sportif a beaucoup impulsé ton parcours médical et social, comme on le verra. Ouais, c'est l'un s'est nourri de l'autre et l'un a nourri l'autre. Donc effectivement, il y a eu beaucoup de parallèles qui ont été bénéfiques dans les deux domaines. Et oui, c'était deux contributions importantes dans ma vie d'homme et dans ma vie de professionnel, que ce soit au niveau sportif ou au niveau médical. Magnifique. Et aujourd'hui, au moment où on parle, tu es étudiant donc en médecine. Oui. Donc après ces titres de champion, après cette expérience et qui continue d'ailleurs aujourd'hui de coach, tu t'es lancé dans la médecine. Donc tu as été aussi diplômé d'État en ergothérapie. Oui, c'est ça. Ouais. J'étais diplômé d'État, donc j'étais ergothérapeute depuis 2016 et actuellement en 7e année en médecine dans l'université de Besançon. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce qu'est l'ergothérapie pour ceux qui ne le savent pas ? Alors l'ergothérapie, l'ergothérapeute est le professionnel qui travaille dans le soin. C'est un professionnel paramédical qui intervient auprès de personnes qui sont porteuses de handicap. Et donc l'ergothérapeute va travailler à travers 3 dimensions principales. La première est la rééducation grâce à des activités thérapeutiques de rééducation. La deuxième est la réadaptation. Donc l'ergothérapeute est également le professionnel qui est chargé de proposer des aides techniques, du fauteuil roulant à la canne, voilà, toutes les aides techniques du quotidien, mais aussi donc qui sont très importantes pour les personnes qui peuvent être porteuses d'un handicap. Et enfin, l'aménagement du domicile ou de l'espace de vie pour pallier justement au handicap auxquels les personnes peuvent faire face. Donc l'ergothérapeute, c'est la personne qui, une fois que le diagnostic de handicap est avéré et que la progression du handicap est, on va dire, elle est statuée, c'est celui qui intervient pour aider les personnes handicapées à vivre en fait, à adapter un peu leur lieu de vie, à adapter peut-être leur lieu de travail et les accompagner aussi sur la partie physique pour pouvoir supporter un peu toutes les conséquences du handicap. Alors tout à fait, il y a une grande composante comme tu l'as décrit. Et en fait, voilà, si on définit le handicap, en fait, c'est pas quelque chose de permanent.
le handicap, on peut vraiment le définir comme étant une personne dans une situation qui ne peut pas réaliser l'action ou en tout cas vivre dans la situation dite comme il l'entend. Et donc chacun de nous en fait peut être dans une situation de handicap. Et donc l'ergothérapeute sera vraiment le professionnel qui sera chargé d'atténuer ou en tout cas de faire en sorte que cette situation ne soit plus une situation de handicap, quelle que soit la condition de la personne. D'accord. Ok. Donc c'est vraiment l'ergothérapeute, il va être aux côtés de la personne handicapée dans tout au long de sa vie, ou est-ce que c'est à un moment donné qu'il y a des préconisations, est-ce qu'il y a un suivi? Tout dépend de la pathologie dont peut souffrir ou dont est affectée la personne. Par exemple, ça peut être quelque chose de transitoire. Si la personne a eu un AVC, l'ergothérapeute est un des professionnels qui intervient avec les personnes ayant eu un AVC. Et dans beaucoup de cas, c'est transitoire. C'est le temps de la rééducation. Et puis après, une fois que tout est fait et que on a atteint en gros le maximum des capacités de réhabilitation de la personne, eh bien, voilà, le travail est fait. Et après, la personne est chez elle. Sans forcément de soins de suivi à long terme, mais on peut aussi intervenir auprès de personnes qui sont porteuses de handicap permanent, comme les personnes porteuses d'autisme, qui sont porteuses de trisomie 21 ou en fauteuil roulant par exemple, et qui auraient besoin de réaménagement permanent, d'accompagnement permanent, de rééducation. Et donc oui, ça peut être à long terme ou tout simplement transitoire. Qu'est-ce qui t'a fait passer toi du sportif, donc le champion de karaté, à le diplôme en ergothérapie déjà dans un premier temps, parce que c'est ta première étape médicale, le diplôme d'ergothérapeute? Oui, ça a été ma porte d'entrée en tout cas dans ce monde-là. Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Alors, je pense que on a tous un peu des affinités personnelles, une manière en fait de décortiquer l'action sportive, l'action physique, de décortiquer un petit peu la manière dont on voit les choses. Et moi, dans le sport, j'étais très très attaché à cette dimension mécanique. J'adore comprendre comment on fait une action, comment réussir une action, comment réussir à progresser. Et j'adore en fait tout ce qu'on appelle dans le jargon médical la physiopathologie. Donc en fait comprendre comment on peut en arriver là, qu'est-ce qui dysfonctionne, déjà dans le milieu sportif. Et donc ça, c'était un des leviers qui m'a beaucoup aidé à progresser personnellement sur le plan mécanique. Et par la suite en fait. J'avais commencé par 2 années en STAPS et voilà, je me suis rendu compte qu'en fait ma contribution à travers le sport, en fait, je voulais vraiment qu'elle soit axée vers des gens en fait pas forcément que la performance, mais vers des gens en fait qui en avaient besoin aussi dans leur vie personnelle, pour qui ça pouvait avoir un impact très important, réformateur en tout cas dans leur vie personnelle, au-delà de juste la performance. Et donc je pense que voilà, c'est ce côté-là un petit peu de compréhension très mécanique et également de vouloir contribuer au bien-être des gens, à leur progression dans leur vie, qui a fait que je me suis intéressé au domaine médical et l'ergothérapie semblait être un levier très intéressant comme porte d'entrée dans ce monde-là, quoi. Pour le coup, ça porte bien t'es bien dans la dynamique du podcast, parce que c'est vraiment au-delà des tatamis. Sur karaté aussi, vous êtes sur des tatamis. T'as cherché à étendre ce que toi t'as pu avoir dans le sport. D'ailleurs, tu parles de mécanique, tu parles de comprendre les mouvements. Les katas, c'est totalement ça. C'est exactement décortiquer les mouvements pour pouvoir les reproduire exactement comme ils sont demandés. Et donc, c'est cet impact social qui t'a motivé à aller vers l'ergothérapie, en fait, aller plus loin que les tatamis en accompagnant des gens avec ce que toi t'as pu t'approprier dans ta pratique sportive. Exactement. Et effectivement, on se rend compte qu'en fait, au-delà de l'activité sportive qu'on peut pratiquer, il y a un rayonnement et une influence qui peut être mise à contribution pour tous les publics. Et quand on fait le parallèle avec le domaine de la santé, aujourd'hui, il faut savoir quand même que le sport, c'est une activité de soins. C'est considéré aujourd'hui comme une thérapie puisque c'est prescrit. Et aujourd'hui, le monde médical, même depuis un certain temps, mais encore plus de manière officielle aujourd'hui, il y a une vraie reconnaissance des bienfaits thérapeutiques du sport. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Et pour que ça puisse profiter à tout le monde, les gens qui ont un projet loisir, de performance ou tout simplement de progression dans plusieurs domaines de la vie, mais de la vie personnelle, quoi, par rapport à des pathologies, à des affections diverses.
On est totalement en phase. Quand je t'entends parler et que je t'écoute, je suis très heureux de t'avoir avec nous, vraiment, et qu'on puisse parler de ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui est trop peu, parce qu'on va rentrer dans le handicap, hein, mais on est à la frontière là avec l'ergothérapie, mais c'est un sujet qui est trop peu abordé ou qui est survolé. En tout cas, c'est mon ressenti, c'est-à-dire que la question du handicap dans les clubs, je ne vais pas parler dans les fédérations, parce que oui, il y a du para, il y a du handisport, etc. Mais dans le réel, dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, dans les clubs de quartier, c'est autre chose en fait. Gérer le public handicapé, la formation, etc. On va revenir dessus, mais c'est une autre réalité en fait. Bah, je te suis complètement sur ce sujet-là. C'est vrai que souvent, alors tout ce qui fait peur, enfin tout ce qu'on ne connaît pas fait peur, et notamment le monde du handicap. C'est vrai que c'est quelque chose qui effraie beaucoup. Qui peut essayer aussi effrayer les autres adhérents qui reçoivent donc des jeunes collègues sur le tatami qui sont dans une autre situation qu'eux. Ça peut effrayer aussi les éducateurs, les entraîneurs qui se retrouvent un peu pris au dépourvu, qui savent pas quoi faire, qui savent pas comment faire. Et c'est vrai, je pense que c'est par manque d'information. Il y a un travail à faire de ce côté-là qui est très intéressant, et parce que la première étape, c'est déjà que les gens qui sont porteurs d'un handicap puissent faire du sport. Exactement. Qu'on soit formé, qu'on ne soit pas formé. Ouais. Si déjà ils font du sport, s'ils s'intéressent, s'ils viennent au club, c'est un premier pas qui est énorme et qui est à valoriser, à accompagner, quel que soit son niveau de formation lorsqu'on est éducateur, bien évidemment dans la limite du possible. Et puis dans la limite aussi de ce qui est possible en termes de sécurité pour les autres. Sûr, ouais. Voilà, mais je pense que beaucoup de gens, en tout cas, sont en capacité de le faire, même s'ils pensent que c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas, une activité qu'ils ne peuvent pas assurer. C'est vrai ce que tu dis. Et il y a aussi l'autre côté, c'est-à-dire nous d'expérience, hein, des mamans, des papas qui ont peur en fait d'approcher les clubs, qui ont peur de demander parce que 1, 2, 3 mauvaises expériences avec dès qu'on évoque le handicap, ah bah désolé, il y a plus de place. Et du coup, des parents qui n'osent plus demander aussi l'accès au club pour leurs enfants. Ça, c'est une réalité, moi je l'ai vu, et c'est triste parce que ça les isole encore un peu plus face à déjà devoir vivre au quotidien et porter sur leurs épaules le handicap de leur enfant. Et du coup, il n'y a plus d'échappatoire, il n'y a pas de moment où on peut ouvrir autre chose à ses enfants, vouloir que son enfant puisse profiter d'un espace social, d'un espace éducatif, d'un espace culturel comme les autres enfants, parce que 1, 2, 3 rejets, puis à la fin on me dit de toute façon personne ne voudra de mon enfant, donc tant pis. C'est une réalité qui est parfaitement décrite. L'isolement social, c'est quelque chose qui touche beaucoup de monde, et encore plus les personnes qui sont porteuses de handicap. Et effectivement, c'est pour ça que la première étape, c'est d'aller dans les clubs, c'est de briser la glace. Et si ce podcast peut apporter quelques contributions, que ce soit des deux côtés, hein, pour les éducateurs qui accompagnent et qui reçoivent, ou pour les parents, dans ce cas, ce serait vraiment un honneur d'y contribuer. C'est tout ce qu'on souhaite. Pour continuer sur ton parcours, donc Ahmed, après, donc tu fais t'es diplômé d'État en ergothérapie, puis un Master 2 en neurosciences du mouvement. Oui, en fait, après avoir été ergothérapeute, j'ai travaillé avec des enfants qui sont polyhandicapés dans un institut médico-éducatif. Donc c'est souvent des enfants qui sont en fauteuil roulant électrique parce qu'ils ont une paralysie cérébrale, ou alors ce sont des enfants qui ont des handicaps moteurs avec ça, qui ont également souvent un autisme, ou en tout cas un type d'autisme. Et en fait, je voulais comprendre, parce que j'ai déjà très tôt essayé de faire ce parallèle un peu dans la progression motrice à travers les activités thérapeutiques. J'ai essayé de faire ce parallèle avec le karaté comme lorsque j'accompagnais déjà des jeunes élèves à Fontenay-sous-Bois. Et je voulais voir, en fait, je comprenais pas tout le temps pourquoi les enfants ne progressaient pas au même rythme, pourquoi certains exercices que je pouvais proposer à des enfants dans un club loisir ne progressaient pas de la même manière, avec les mêmes consignes, avec les mêmes exercices, avec le même matériel. Et j'avais vraiment envie de comprendre, en fait, comment se faisait ce message électrique dans le cerveau, comment il parcourait le corps et comment il allait jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils pour effectuer une action, comment faire pour améliorer ça chez les gens pour qui le chemin est un petit peu différent. Donc voilà. Et ce master a répondu à
à beaucoup de mes questions. Et voilà, c'était vraiment une contribution très importante dans ma vie d'homme et aussi dans ma vie d'éducateur sportif. Et par la suite, voilà, ça m'a donné envie d'en apprendre davantage et ça m'a donné beaucoup de clés pour accompagner des jeunes gens en situation de handicap. Alors moi, ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis, c'est comprendre comment le message qui rentre donc par l'oreille ou par la vue, parce que ça peut aussi dans la démonstration, comment il parcourt en fait son chemin. Toi, qu'est-ce que ce master-là il t'a apporté comme réponse? Qu'est-ce que tu peux nous faire le raccourci? Est-ce qu'on peut gagner 2 ans? Et puis tu nous donnes un petit peu directement. Voilà, qu'est-ce qui se passe en fait? Tu parlais d'enfants valides ou d'enfants en situation de handicap qui ne réagissaient pas de la même manière? Alors, ce master n'était pas ciblé sur un handicap en particulier ou sur les enfants. Mais ce master, en fait, alors comme dans beaucoup de disciplines, d'abord on apprend la physiologie normale, donc la manière dont ça fonctionne chez une personne saine, et par la suite on l'applique à différents cadres, donc dans le cadre de certaines pathologies, pour comprendre en fait comment, de manière très commune, il peut y avoir des dysfonctionnements. Et notamment, à ce moment-là, j'étais pas focus sur les enfants polyhandicapés, j'étais très très focus sur la maladie de Parkinson. D'accord. Et c'est ce sur quoi portait mon master à ce moment-là. Mais si je peux te faire gagner 2 ans et faire gagner 2 ans à nos auditeurs, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que, alors là, t'as tout résumé, t'as tout dit, c'est déjà la manière dont va entrer ce message. De quelle manière il va entrer? Est-ce que c'est par la vue? Est-ce que c'est par l'ouïe? Est-ce que c'est par le toucher? Ces canaux d'entrée ont des impacts différents et ont on va dire des seuils différents selon le handicap de l'enfant ou de la personne qui est porteuse de handicap. La manière dont on va approcher, en fait, le message électrique ne sera pas traité de la même manière et derrière ne sera pas acheminé de la même manière. Et là où ça m'a beaucoup aidé, où ça pourrait beaucoup aider, c'est que c'est pas parce que un enfant crie, par exemple, lorsqu'il réagit tout simplement, que ça veut dire qu'il est mécontent ou qu'il est agressif. Le cri peut signifier beaucoup de choses. Tout comme le toucher avec un enfant dans certains cadres peut avoir différentes significations. Et voilà, avec ce message électrique, savoir un petit peu comment il se forme, comment il se traite selon la pathologie. Après, il faut avoir quelques petites connaissances. On peut avoir des formations très simples pour avoir des connaissances vraiment très sommaires, très générales sur un handicap ou une pathologie particulière. Eh bien, quand on a compris comment ce message se formait, comment il parcourait le corps, après, en fait, on peut l'adapter. Et c'est là qu'est la clé, c'est de savoir en fait quels exercices proposer, avec quel matériel, dans quel cadre. Est-ce que la lumière doit être tamisée? Est-ce qu'on peut travailler avec pleine lumière? Est-ce que toucher, c'est quelque chose qui est autorisé ou non? Est-ce que le son peut être quelque chose qui perturbe ou non? Est-ce que ce qu'on appelle les sensations synesthésiques, en tout cas, peuvent avoir une importance particulière, de savoir un petit peu comment travailler dans l'espace avec ses membres? Est-ce qu'un média, c'est-à-dire un ballon, un objet ou quelque chose, peut avoir une importance toute particulière? Voilà, c'est vraiment ça en fait qu'on apprend, c'est déjà comment fonctionne tout ce chemin. Et après, une fois qu'on a compris comment fonctionnait ce chemin, on peut l'adapter, on peut amener des outils très particuliers pour aider à ce qu'il soit reçu, compris par l'enfant et effectif dans le mouvement ou effectif dans les exercices ou le sport. Parce que pour aussi étendre, parce que au-delà des tatamis, là on parle dans le sport, mais je tiens juste à faire une parenthèse, c'est ce qu'on dit là et ce dont on parle, même si on en parle dans le cadre de l'activité sportive, le traitement de l'information, comment on émet l'information à des enfants qui réfléchissent différemment, qui interprètent différemment, ça s'adresse aussi aux papas et aux mamans qui nous écoutent et qui ont des enfants dans ces situations-là. Tout à fait. Après, souvent, pas faire de généralité, mais beaucoup de parents s'informent sur les conditions de leur enfant, sur ce qu'est la pathologie qui touche leur enfant, et donc ont parfois certaines clés, certains outils. Mais comme on l'évoquait tout à l'heure, l'isolement social, c'est pas quelque chose qui peut être pallié forcément par les parents à la maison, et c'est pour ça que c'est très important la sociabilisation, l'insertion sociale grâce au sport dans un groupe avec d'autres enfants, avec d'autres jeunes, avec des adultes différents, puisque après tout
l'important, c'est que ces personnes qui sont porteuses de handicap soient des citoyens et citoyennes, soient des gens qui soient inclus, qui trouvent leur place, et que ce soit sur les tatamis, dans les salles de sport ou à l'extérieur. Bien sûr. Et donc là est tout l'objet de notre discussion, et c'est là que c'est vraiment important. Mais après oui, si ça peut également aider les parents à proposer des actions, des exercices, à proposer le meilleur média possible, le meilleur vecteur d'activité possible, qui soit le plus adapté à leur enfant, mais aussi pour que eux puissent faire progresser, puisque voilà, on connaît aujourd'hui les bienfaits du sport, hein, sur le cerveau, sur l'esprit, sur le système hormonal. Voilà, c'est quelque chose de très très riche. Est-ce qu'on peut dire, Ahmed, toi, à la lueur de ce que tu as pu apprendre et mettre en application, que tout enfant, que ce soit le karaté, le jiu-jitsu, le judo, peu importe, peut faire ces activités sportives? L'enjeu, c'est comment est-ce qu'on lui transmet? Tout enfant, quel que soit en situation de handicap ou pas, hein, parce que des fois aussi on a des enfants qui sont un peu hyperactifs, un peu troubles de l'attention, qui sont pas forcément en situation de handicap, mais qui réagissent différemment, qui se comportent à l'école ou dans un cours de manière différente des autres enfants. Moi, ce que je comprends de ce que tu nous dis, c'est que le vrai point d'intention là-dedans, c'est comment est-ce qu'on arrive à comprendre comment on doit donner l'information à tel et tel enfant, et que tout le monde est capable de faire. Alors, moi, je suis convaincu. Après, ça reste un avis personnel, mais d'après ce que j'ai pu observer en institut médico-éducatif, en centre de rééducation lors de stages, ou même dans les salles de sport, je suis convaincu que tout enfant a sa place. Après, comme tu l'as très bien souligné, dans quelles conditions, avec quel matériel, dans quelle activité, avec quels moyens, avec quel personnel. Donc tout ça, ce sont des facteurs qui peuvent faciliter, mais ce sont également des facteurs qui peuvent être très très limitants. Mais moi, je suis convaincu que chaque enfant peut bénéficier des bienfaits du sport. Et je citerai tout simplement les Jeux Olympiques et Paralympiques qui viennent d'avoir lieu dans notre ville, à Paris. Et tous ces athlètes extraordinaires, olympiques et paralympiques, montrent que c'est possible, puisqu'ils ont été des enfants un jour. Et si on arrive à avoir des performances pareilles, et notamment là, dans les Jeux paralympiques, voilà, j'ai des souvenirs par exemple de la natation, du cécifoot. Je me dis que si eux ont été des enfants un jour, bon, certains ont eu des handicaps au cours de leur vie, mais si parmi eux d'autres ont eu des affections congénitales, donc depuis la naissance, et qu'ils ont réussi à arriver à ce niveau-là et à nous offrir ce spectacle, je suis convaincu qu'on passe à côté de beaucoup de vocations, de beaucoup de jeunes qui ont de l'énergie à revendre dans un sport comme dans un autre. On a beaucoup d'exemples dans notre quotidien, mais je pense toi à travers ta vie associative, c'est-à-dire dans les clubs sportifs, ou moi à travers les clubs, etc. On a beaucoup d'exemples des personnes qui sont en situation de cécité visuelle, par exemple, qui n'arrivent pas à voir, qui font des compétitions avec des gens qu'on appelle des gens valides, et qui arrivent à combattre avec eux en jiu-jitsu brésilien, des personnes qui ont des membres qui sont amputés, qui ont des membres en moins, qui arrivent à pratiquer ce sport-là aussi comme les autres. Moi, je reste convaincu vraiment que il est nécessaire en fait pour ces enfants-là, et en faisant un focus aussi sur le handicap mental et cognitif, qu'il est important de donner une place à ces enfants-là dans le sport, parce qu'ils sont capables. Ils sont capables, il faut juste pouvoir nous comprendre comment est-ce qu'on peut leur donner accès à ça. Ils sont capables. Ils le sont, puisqu'on a un outil extraordinaire dans notre corps, qui est le cerveau, et qui est doté de plasticité cérébrale. Et en fait, il suffit d'observer, même dans les cas qui sont les plus communs et qui peuvent être autour de nous, les personnes par exemple qui ont eu un AVC, on voit qu'il y a de la récupération derrière. Mais ça, c'est grâce à l'extraordinaire pouvoir du cerveau d'avoir de la plasticité cérébrale. Et il faut partir du même principe. Se dire que lorsque un enfant est dans une situation donnée, eh bien, grâce à la plasticité cérébrale, grâce à tout ça, eh bien, on peut, grâce à différents moyens, différents biais, on peut les aider à progresser, à changer certaines données, à s'adapter. Et c'est pour ça qu'on peut aujourd'hui voir des athlètes formidables, qui ont un déficit visuel ou qui ont une cécité par exemple, et qui savent faire des choses incroyables grâce à l'adaptation, puisque on vit dans un environnement qui est riche également. On peut se nourrir de
de toute, on va dire de tous ces défis. On peut se nourrir en fait un petit peu de tous ces repères, ces repères sensoriels qu'on a autour de nous. Tous ces repères, voilà, ça crée une richesse et montre qu'en fait chacun d'entre nous peut s'adapter à une situation. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, hein, le handicap c'est quelque chose qui peut être transitoire et c'est surtout dans une situation donnée. Si nous, dans certaines situations, moi par exemple, je suis pas très souple et les coups de pied c'était un vrai handicap, mais on peut compenser par autre chose. Et j'étais en situation de handicap dans certaines situations et pourtant j'ai trouvé des moyens. Donc je suis convaincu qu'avec des exercices adaptés et un environnement qui est adapté, chacun d'entre nous, valide ou en porteur de handicap, peut accéder. Et tu parles en connaissance de cause, hein, parce que tu as accompagné des sportifs en situation de handicap. Puisque tu as été aux côtés de... Alors, j'ai pas son nom, qui m'excuse s'il nous écoute, d'un athlète donc, qui a été champion de France catégorie déficience visuelle. Oui, champion de France et champion d'Europe 2024. C'est le tout dernier champion d'Europe 2024. Il s'appelle Nohan Dudon. Voilà, Nohan, bonjour. Désolé, j'ai pas ton nom, mais je t'avais dans mon cerveau. Effectivement, oui. Alors oui, c'est parce que j'ai eu le privilège d'être entraîneur de l'équipe de France pour la Fédération française de karaté, para-karaté. Et donc voilà, je salue la fédération d'avoir mis en place cette initiative, ce travail autour de l'équipe de France para-karaté. Donc j'ai eu la chance de les accompagner, quelques athlètes. Donc j'ai accompagné 2 athlètes porteurs donc de déficience mentale, 2 athlètes en fauteuil roulant et un athlète avec une cécité visuelle, donc Nohan Dudon. Et aujourd'hui, certains de ces athlètes donc sont licenciés ici à Sarcelles, travaillent avec nous à Sarcelles. Donc Jordan Fontenay qui est porteur de trisomie, Virginie Boyer qui est en fauteuil roulant et Nohan Dudon donc qui est en situation de cécité visuelle. Donc 3 types de handicaps différents. 3 types de handicaps différents, 3 personnalités différentes et donc 3 athlètes différents avec 3 défis majeurs. Comment faire pour après voilà, on est avec des athlètes qui sont dans le haut niveau, qui trustent les compétitions internationales au plus haut niveau, et donc le défi c'est la question qu'on se pose depuis tout à l'heure, hein, c'est comment faire pour les accompagner de la manière la plus adaptée possible pour les aider à progresser et à accomplir ce qu'ils ne pensaient pas accomplir. Je vais me permettre une question inversée, Ahmed. Je ne vais pas te demander si tu as appris des choses de leur accompagnement, parce que je suis persuadé que tu as appris beaucoup de choses du fait du challenge de les accompagner sur la question du sport de haut niveau avec des personnes en situation de handicap. J'aimerais que tu nous partages ce que toi tu as appris sur toi-même, ce que toi tu as appris sur ton expertise, qu'elle soit sur le domaine de la santé ou sur le domaine du sport. Qu'est-ce que tu as... Partage-nous un petit peu ce que toi tu as appris de cette expérience qui, j'en suis sûr, était très forte aux côtés de ces athlètes-là. Moi, en tout cas, ces gens-là, même l'enfant handicapé mental ou cognitif ou moteur qui vient à l'entraînement et qui se mélange aux autres, déjà, je suis admiratif. Mais là, je suis sûr que voilà, tu as des choses à nous partager qui vont nous être très, très bénéfiques. Alors... ce que j'ai pu apprendre avec ces personnes, je pense que ça va être quelque chose déjà d'assez commun. On va tomber dans le cliché, mais effectivement, ça a été leur abnégation, leur discipline, moi aussi. Je suis très admiratif de l'espoir en fait qu'ils portent. C'est envers et contre tout. Être limité par une situation qui peut être parfois compliquée, que ce soit au niveau social, au niveau financier, au niveau physique également, en fait, ça les stoppe pas. Et c'est ça que j'ai appris, c'est par-delà toute frontière, on peut réaliser ce qu'on veut, on peut atteindre cet objectif, on peut toujours pousser. Et ce que ça m'a appris, en fait, c'est tout simplement que grâce à ça, j'ai pu faire un transfert avec les athlètes dits valides et que, en fait, les limites ont été bien repoussées. La fatigue n'était plus un élément limitant juste en lui-même, comme ça. La blessure n'était plus un élément limitant en lui-même, à condition qu'elle soit bien traitée. L'environnement ne l'était plus également. Donc, ça a repoussé les limites, vraiment. Je pense que là, j'ai appris en tant qu'entraîneur là-dessus. Et comme tout un chacun, j'ai été toujours très, très admiratif de l'espoir qu'ils portaient et de cette force en fait qu'ils amenaient sur le tatami. Mais vraiment envers et contre tout, par rapport à tous les éléments qui pouvaient les limiter. Excuse-moi, je te coupe parce que ce que tu viens de dire, c'est vraiment
c'est eux qui t'ont, entre guillemets, fait prendre conscience que c'était les autres qui étaient limités, en fait, qui étaient limitants. C'est-à-dire limitant sur la fatigue, limitant sur la blessure, limitant sur le bobo, limitant sur j'ai mal là. C'est ces personnes-là que tu as accompagnées en situation de handicap qui t'ont fait prendre conscience que non mais attendez, on peut aller beaucoup plus loin. C'est exactement ça. C'est-à-dire que ce que j'avais, en fait, j'étais en tant qu'entraîneur, en tout cas aujourd'hui, je suis vachement tatillon. J'ai très peur des blessures, j'ai très peur de tout ce qui peut affecter en fait les athlètes. Donc j'essaie de faire en sorte d'avoir toujours un peu ce dosage parfait entre charge physique, charge technique, charge mentale, et puis cette répartition, le repos, comment gérer sa vie d'athlète, sa vie d'étudiant, puisque les athlètes que j'accompagne aujourd'hui sont pour la majorité des étudiants. Mais oui, mais en fait c'est ça, c'est comment en fait repousser les limites. Pourquoi d'autres personnes qui n'ont pas du tout le même capital initial, les mêmes capacités, comment ces personnes-là arrivent à réaliser des choses qui sont tout simplement incroyables. Voilà, quand on ne voit pas et qu'on réussit à faire des katas, c'est-à-dire des enchaînements entre 50 et 80 mouvements qui sont codifiés. Donc il y a des attentes techniques, il y a des prises de risque où parfois on fait des rotations sur une jambe et que on ne voit rien. Pas de repère dans l'espace. J'invite chacun à faire ce qui nous semble facile en fait. Dans ces conditions-là, je me dis comment on fait en fait pour arriver à ça. Malgré la fatigue, malgré des conditions qui parfois sont très difficiles, des conditions d'entraînement, des conditions qui sont propres à la pathologie en termes de fatigue, en termes de contraintes physiques. Et comment d'autres personnes qui ont un capital qui est à la base complet, en fait, se retrouvent limitées dans certaines situations. Et là, je me dis, là, on est face à certains handicaps, face à des athlètes en fait qui de base, ont leur corps sain. Et c'est ça que je me dis, c'est comment faire en fait. Comment faire avec ces athlètes-là pour repousser ces limites? Puisque eux l'ont fait, pourquoi pas eux? Et d'ailleurs, je suis très heureux de l'impact que la présence de ces athlètes para a dans le groupe des athlètes sarcellois que j'accompagne. Alors parce que toi, tu as fait le choix dans le pôle que tu as aujourd'hui, à Sarcelles, donc d'athlètes valides, d'avoir mélangé en fait les athlètes valides et invalides? Exactement. Alors aujourd'hui... on est l'un des rares clubs d'élite en France qui accueillons des athlètes para-karaté. Mais para-karaté en plus de haut niveau, puisque aujourd'hui le club accueille des sections d'instituts ou d'écoles spécialisées pour faire des initiations au karaté au club. Donc ça, c'est plus vraiment le volet social. Mmh. Mais on accompagne aussi des athlètes de haut niveau en para-karaté, donc ceux que je viens de vous citer. Et on est l'un des très rares clubs en France, si ce n'est peut-être le seul, qui avons donc ces deux sections. Et au sein de ce qu'on appelle nous le pôle kata, on a ces deux sections. On évolue avec les deux types de profils, et on se rend compte vraiment que leur arrivée a eu un impact vraiment très 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 positif pour les athlètes, pour eux, mais aussi pour tout le monde, pour nous les entraîneurs. Ça a été des défis, des challenges, puisque je ne suis pas seul à m'occuper en fait de ces athlètes. Je salue la famille Montarello, Rémi et Enzo à Marseille, qui s'occupent de ces athlètes en collaboration avec le club de Sarcelles, et même eux ont dû apprendre à s'adapter, à trouver de nouveaux outils avec les conseils des accompagnants de ces athlètes, André Fontenay, David Rossi, Gypsy Lefebvre. On a les parents qui viennent nous aider, qui sont en appui, les anciens entraîneurs qui viennent aussi en appui, qui viennent nous montrer toute la chaîne de transmission qui a été faite depuis le début. Et aujourd'hui, on surfe un petit peu sur toutes ces données, on essaye d'affiner pour aller vers le plus haut niveau et de créer un petit peu le chemin, puisque l'avantage dans le domaine du para-karaté, c'est que comme c'est quelque chose qui n'est pas encore très très exploré, on a tout le loisir de créer les routes, de se dire comment on travaille, de créer de nouveaux protocoles d'entraînement et d'aller toujours plus loin, pour que, un peu à l'image de ce qui se fait en Formule 1, en poussant la machine au maximum, on puisse proposer après des exercices adaptés, peut-être à plus bas niveau, à un niveau loisir ou à un niveau tout simplement d'insertion sociale, avec d'autres types de profils qui sont également porteurs de handicap. Ça, c'est dans ta vision aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui, on parle d'athlètes de haut niveau, mais est-ce que déjà dans ta tête, il y a comment est-ce qu'on va pouvoir faire redescendre toute cette expertise qu'on est en train de développer sur comment intégrer des athlètes handicapés à un groupe valide, le faire redescendre jusqu'au club de quartier où on pourra dire « Tenez, on peut vous aider à faire de l'inclusion totale de personnes handicapées dans votre club, dans votre créneau du mardi, du jeudi, et que vous soyez capable
de gérer un groupe où il y a je sais pas comment on pourrait appeler ça, une sorte de mélange en fait entre les personnes handicapées et non handicapées. Est-ce que c'est déjà ça dans tes perspectives? Alors, il y a en tout cas cette composante-là, de voir à plus long terme, effectivement. Puisqu'aujourd'hui, le haut niveau, qu'est-ce que c'est? C'est une vitrine du club. C'est la vitrine du club, d'un pays, d'une zone, qui permet de montrer en fait le savoir-faire des gens qui sont en place à très haut niveau. Donc voilà, on va dire dans ce qu'il y a de plus fin, de plus recherché, de plus poussé dans les limites du corps, de l'esprit. Et bien évidemment, comme dit l'adage, qui peut le plus, peut le moins. Et si on est capable d'aller à très très haut niveau en poussant les exercices, en allant vraiment au bout du bout sur l'investissement physique, l'investissement technique, l'investissement mental de ces athlètes, eh bien on pourrait être en capacité de proposer à des niveaux beaucoup moins intensifs, mais dans de l'éducatif, puisqu'on est obligé de passer par là, même avec des sportifs de haut niveau, eh bien à d'autres profils. Donc oui, ces exercices qu'on recherche toujours pour progresser nous donnent une trame et nous aideront par la suite à proposer ça pour d'autres profils. Parce que tu m'expliquais tout à l'heure en off quelque chose qui m'a interpellé, c'est par exemple sur les athlètes trisomiques, donc qui sont atteints de trisomie, le fait d'avoir les pieds plats, de transpirer plus, donc ça a ramené des questions de le fait de transpirer plus, donc des questions de nutrition, où il faut adapter la nutrition pour ces athlètes-là. Le fait d'avoir les pieds plats, d'avoir à gérer des exercices où il faudrait être dans les airs, etc. Ça, c'est des éléments qui pourraient être transmis facilement, des données générales, pour une meilleure inclusion des personnes en situation de trisomie dans les clubs. Alors, tout à fait. Et voilà, c'est un peu comme ça que je nous vois un peu. C'est un peu comme des aventuriers, des explorateurs. On va dans des zones qui sont pas encore défrichées, peut-être inconnues. Et donc, on va essayer par la suite de mettre en place des protocoles, toujours en ayant et c'est là un peu la chance que j'ai eue d'avoir une formation médicale en plus de ce parcours sportif, c'est que on peut mettre en parallèle ces deux dimensions, et il faut mettre en parallèle ces deux dimensions, parce que sinon, c'est la porte d'entrée de tout. On ne pourra pas proposer quelque chose d'adapté si on n'a pas déjà conscience des difficultés que peut éprouver naturellement un athlète ou une personne en situation de handicap. Et comme là, tu l'évoques pour Jordan, qui est lui porteur de trisomie 21, on a plusieurs contraintes. On sait aujourd'hui que les personnes trisomiques perdent énormément de sel, beaucoup plus que la moyenne, lors d'un effort physique. Donc la durée de l'entraînement ne sera pas la même. L'apport en sel pendant l'entraînement ne sera pas le même. La température va être à prendre en compte. Si on est dans un pays, lors d'une compétition, il fait très chaud, savoir la durée d'un échauffement, d'un entraînement, d'une compétition ne sera pas la même. Puisqu'aujourd'hui, quand on perd du sel, ça a ça a un impact en tout cas sur le cerveau. Et donc, l'activité cérébrale n'est pas la même. Et donc, l'activité sportive et la performance sportive derrière ne sera pas la même. Tout comme avoir les pieds plats peut avoir un impact sur le système mécanique, sur le système musculo-ligamentaire. Tout comme ça peut également être limitant pour certains mouvements. Et donc, on va justement aller chercher le développement, le renforcement d'autres muscles qui vont pouvoir pallier à cette difficulté-là. Ou encore, comme je te disais tout à l'heure, une difficulté en tout cas de la perception un petit peu dans l'espace, dans les plusieurs dimensions, la profondeur, etc. Et surtout quand il s'agit par exemple de kata, ou de distance avec un adversaire, dans le cadre par exemple du jiu-jitsu brésilien, j'imagine. Ça va être quelque chose en fait que naturellement ils vont pas avoir comme les autres personnes. Et ça va avoir un impact très important sur quelle est la manière dont on va proposer les exercices, avec quel matériel. Est-ce qu'on va utiliser quelque chose de sonore? Est-ce qu'on va utiliser quelque chose avec de la couleur? Est-ce qu'on va utiliser beaucoup de matériel ou au contraire très très peu? Est-ce qu'on va délimiter l'espace avec quelque chose qui va être visible? Il y a beaucoup de problématiques comme ça qui sont dues à ces problématiques de santé qu'il faut connaître et prendre en compte. Et comment on définit ça alors? Parce que je fais toujours l'extension. Je fais toujours l'extension avec, au-delà des tatamis, des enfants en situation de handicap, de trisomie, des parents qui doivent accompagner ces enfants-là. Comment on détermine? Est-ce qu'il faut toucher, pas toucher? Comment je fais passer mon message? Est-ce que mon enfant il répond plus au visuel? Est-ce qu'il répond plus à l'auditif? Est-ce que quand il crie, quels conseils tu pourrais donner pour essayer de mieux comprendre, des clés comme ça qu'on pourrait donner et aux coachs, et aux assistants coachs, et aux camarades d'entraînement aussi? On oublie, mais les camarades d'entraînement jouent un rôle très important pour la bonne inclusion des personnes en situation de handicap dans des groupes. Quels conseils tu pourrais donner pour
avoir des premiers repères un peu généraux comme ça pour pouvoir mieux accompagner ces personnes-là? Les 2 premiers conseils que je pourrais donner, c'est écouter, observer. C'est vraiment les 2 premières étapes. Pourquoi ? Parce que on va en apprendre déjà énormément de l'enfant lui-même ou de la personne elle-même. On va en apprendre énormément de la part des parents qui sont proches de cet enfant depuis sa naissance et donc qui ont des connaissances, qui ont des choses à apporter. Il faut être également à l'écoute du personnel soignant qui suit l'enfant ou non, ou des accompagnateurs, des éducateurs spécialisés. Et donc vraiment, en tant qu'éducateur sportif, entraîneur ou autre, je pense que c'est d'abord écouter, observer, vraiment être à l'affût du moindre détail, voir comment l'enfant réagit, comment est-ce qu'il aime qu'on le touche. Et la meilleure manière de le savoir, c'est de tester. Donc on peut tester des exercices, des jeux, plusieurs situations. Rien n'empêche de se tromper. C'est pas un souci en soi de se tromper. Si on met un enfant dans un domaine très bruyant avec d'autres enfants puis qu'on se rend compte que il supporte pas trop ces conditions, on aura fait le test, au moins on sait. Donc rien n'empêche de se tromper, c'est pas grave en soi. Donc tester, écouter, observer, et puis par la suite avec toutes ces informations, je pense que là définir sous forme d'objectifs très simples, très directs, problème, solution. Toujours un petit peu, voilà, c'est dans cette manière un peu mécanique de voir les choses. Voilà, j'ai un problème au niveau de la visualisation tridimensionnelle dans l'espace. Qu'est-ce que je fais ? Alors, qu'est-ce que je peux utiliser comme exercice ? De quoi je dispose comme matériel ? Est-ce que je mets des cibles ? Est-ce que je travaille tout près, très loin ? Est-ce que je délimite un espace tout autour de l'athlète ? Est-ce que je peux utiliser des choses qui s'allument, qui s'éteignent pour justement lui donner des repères ? Voilà, on peut tester, si on a déjà des connaissances, c'est tant mieux, mais si on n'a pas de connaissances, il faut tester un problème, une solution. Et vraiment essayer de faire étape par étape. Parce que, comme dans beaucoup de domaines et comme dans beaucoup de choses qui touchent au corps, il faut laisser le temps au temps. Il ne faut pas être pressé, il ne faut pas s'attendre à la même progression qu'avec tout le monde. Parfois, ça peut aller très très vite, mais parfois, ça peut prendre des années juste pour avoir une flexion au niveau de l'index. Et je pense qu'il faut laisser le temps au temps et surtout pas se précipiter. Parce que tout ce qui donne lieu à des adaptations est coûteux en énergie, coûteux en temps pour ces personnes. Et donc, ça peut être très rassurant d'amener les choses étape par étape, de valoriser ce qu'ils font et puis de valoriser chaque étape passée, chaque réussite, chaque victoire. C'est ce qui peut nous paraître complètement anodin. Je donne un exemple, encore une fois, la flexion de l'index. Voilà, fléchir son doigt, je veux dire, pour beaucoup, on va me dire, mais de quoi tu parles ? C'est quelque chose de très simple. Et pourtant, il m'a fallu peut-être 7 ou 8 mois de travail pour qu'un enfant comprenne, pour qu'il puisse utiliser de manière effective, avec un fauteuil roulant électrique, la flexion de l'index. Et ça a été une étape formidable, puisque ça lui a ouvert les portes du centre où il a pu se promener en fauteuil roulant électrique toute la journée. On passe d'une position statique à quelqu'un qui peut justement aborder et utiliser, exploiter l'espace tout autour de lui. Et là, on lui ouvre les portes de la liberté. Donc, bien cibler l'élément bloquant majeur, tester. Exactement. Et patienter. Exactement. Accepter de patienter. C'est-à-dire continuer l'effort, s'accrocher et continuer. Et accepter l'échec. Accepter l'échec. Et ne pas s'arrêter là. On en parlait tout à l'heure, l'inclusion sociale, c'est quelque chose qui a un impact vraiment important dans la vie des gens. Et ces gens ont été, ces personnes en tout cas qui peuvent être porteuses d'un handicap, ont bien souvent eu les portes fermées ou se sont retrouvés en situation d'échec. Et il faut accepter d'être patient. Il faut accepter de se tromper. 1% c'est mieux que 0. 1% chaque jour c'est mieux que 0. Donc définir peut-être, si on a le temps, définir tout un plan. Se dire, première étape, je vais prendre le temps. On va juste essayer de résoudre tel problème grâce à mon sport. Et si déjà on réussit à atteindre ça, ce sera quelque chose d'exceptionnel. Si grâce au jiu-jitsu, au karaté, on réussit ne serait-ce qu'à résoudre un problème de distance, de contact, le toucher avec l'autre, déjà, ça sera une très grande victoire. Si on peut réussir à une personne, je ne sais pas, qui est en fauteuil roulant électrique, lui faire ne serait-ce qu'une activité physique en plus, et puis résoudre par exemple un problème de déplacement, une personne qui n'arrivait pas à monter des trottoirs ou autre,
et qui se retrouve à travailler en préparation physique au club à travers les katas et à progresser sur ce domaine-là, eh bien, ça sera une victoire déjà, une contribution dans sa vie, dans sa vie de tous les jours. Est-ce que toi, ça t'est arrivé d'être surpris des résultats, d'être au-delà de ce que t'avais visé? Alors oui, et souvent a posteriori, parce que je suis quelqu'un qui, quand j'ai le nez dans quelque chose, en fait, je vois plus la limite. Je veux toujours voir plus loin, et ça c'est un problème, parce que parfois il faut savoir se contenter de ce qu'on a à un moment donné, à un moment T. Et oui, voilà, souvent quand je suis dans l'action, je repousse. Et d'ailleurs, je suis même aussi dur avec ces athlètes en situation de handicap qu'avec les autres. Parce que ce que j'aurais dit, ma considération envers vous, c'est que vous êtes des athlètes. Et si on se comporte comme les autres athlètes, vous aurez de l'avance sur vos concurrents. Par contre, a posteriori, quand je retourne dans les services, dans le cadre de mon métier, comme là, récemment, j'étais en psychiatrie, avec des personnes atteintes surtout de handicap cognitif, et donc des personnes déficientes mentales, notamment porteuses de trisomie 21 dans ces centres-là. Et bien là, je vois la différence. Le manque d'activité physique, le manque de contact social, je vois la différence. Au niveau du langage, au niveau de l'adaptation dans différentes situations, au niveau de la motricité, je vois la différence. Mais surtout a posteriori, et c'est là que je me rends compte, je me dis, bon, ce sont des personnes différentes, mais à pathologie égale, à âge égal, on a des profils complètement différents. Et si on devait faire une moyenne sur les performances physiques et cognitives, on verrait que voilà, le sport a une contribution mais extraordinaire. Incroyable. Avec ces personnes-là. Ouais. Même si, avec les handicaps invisibles, même si on ne voit pas, nous, cette avancée, cette progression, il faut le faire. Il faut le faire. Même si on est dans de toutes petites avancées, il faut le faire. Ça sera toujours ça. C'est très, très important ce que tu dis, Ahmed, là, parce que ce que ça m'évoque, c'est, j'ai envie de passer ce message-là, c'est et aux entraîneurs, et aux responsables de club, et aux mamans, et aux papas, allez inscrire vos enfants. Vous, responsables de club, acceptez les enfants en situation de handicap. Et vous, papa, maman, responsables légaux de personnes en situation de handicap, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur, allez toquer aux portes, inscrivez vos enfants, parce que ce que tu dis là, c'est super important. Tu as pu, toi, voir la différence entre des personnes avec des pathologies identiques, ceux qui ont été en situation de handicap, ceux qui ont été dans un cadre sportif et ceux qui ne l'ont pas été, la progression, elle est flagrante, c'est ça? La progression, elle est plus que flagrante. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est du concret. On voit des personnes avec des profils complètement différents. Après 10-15 ans de sport, on se rend compte qu'en fait, un handicap dans une situation, finalement, a été vraiment atténué et on voit qu'en fait, le sport peut tout simplement aboutir à d'autres réussites, comme l'inclusion professionnelle. Puisque un athlète qui est porteur d'une trisomie 21, mais qui a l'habitude de faire de la préparation physique, de discuter avec plusieurs intervenants, de pousser les limites dans des conditions très difficiles. De recevoir des consignes, de faire de la compétition. Je ne sais pas si on se rend compte, mais c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Il y a des athlètes qui sont porteurs de trisomie, qui font de la compétition à un niveau international. C'est-à-dire, ils affrontent les meilleurs de leur catégorie venant d'autres pays. Du monde entier. Alors, c'est exceptionnel déjà d'un point de vue sportif, mais d'un point de vue personnel, c'est quelque chose de très fort et très important. Et une personne qui a vécu avec le stress de la compétition, qui en plus de ça travaille avec tous ses intervenants, se pousse à l'entraînement, fait le déplacement régulier, a une activité physique, donc a un mode de vie qui s'apparente à un mode de vie qui est sain, qui a une nutrition particulière, c'est quelqu'un qui, dans le domaine du travail, aura certainement, possiblement, plus de facilité et plus de facilité à avoir cette inclusion. Et quand je vous dis que voilà, c'est quelque chose qui va avoir un impact très important, majeur dans leur vie, c'est qu'on en est là. C'est qu'aujourd'hui, sans le vouloir, en fait, on a un impact, mais aussi en tout cas au niveau personnel et au niveau professionnel pour ces athlètes. C'est vraiment, c'est plein d'espoir en même temps. Et puis bon, ça me rappelle toujours les difficultés du terrain. Je suis désolé, je suis un peu pessimiste dans mon constat, mais la réalité du terrain, c'est que c'est très difficile. Ce que tu expliques aussi, c'est apporter une attention particulière à ces élèves-là,
à ces personnes-là, adapter l'entraînement, se fixer des micro-objectifs alors qu'il y a un groupe à gérer. Donc, comme tu disais tout à l'heure, on est aussi face à un manque de moyens, mais c'est tellement important. Ce que tu dis là, c'est tellement important. C'est-à-dire, le sport, en tout cas, hein, c'est ce que moi je vois quand on échange, là, c'est ce que je ressens, c'est le sport peut changer leur vie. Le sport peut changer leur vie. Même s'ils ne sont pas champions du monde, même s'ils ne font pas des compétitions internationales, un enfant en situation de trisomie ou d'autisme qui peut venir au sport 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, se mélanger avec les autres, apprendre à dialoguer, recevoir des consignes, réussir à traduire ces consignes en mouvement, qui arrive à gérer ses émotions, qui arrive à faire face à la difficulté de l'opposition physique dans le sport. Ça peut changer sa vie. Mais il y a des contributions qui sont très très riches, très variées, diverses et variées, et qu'on ne voit pas forcément en tant que parent ou en tant que personne extérieure, en tant que spectateur, qu'on ne voit pas forcément à travers l'activité sportive. Quand on connaît, grâce à la pratique ou grâce aux études, parce qu'on a un diplôme dans ce domaine-là, on étudie de manière théorique et aussi de manière pratique ce que le sport peut avoir comme impact au niveau social, au niveau personnel, au niveau de la santé, au niveau, voilà, dans beaucoup de dimensions différentes. Et effectivement, oui, ça peut avoir, ça peut changer la vie de certaines personnes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut pas avoir peur de l'échec. Il faut pas avoir peur d'être patient. Pour les parents aussi. C'est-à-dire que, voilà, il faut, comme pour les autres enfants, on peut inscrire son enfant au karaté ou au jiu-jitsu, et pourtant derrière, il peut ne pas aimer, et ça, on peut considérer ça quelque part comme un échec, et changer d'activité. Ouais. Donc il faut pas avoir peur de cet échec, d'y aller, d'ouvrir les portes des clubs, et même de entre guillemets, de se prendre une bâche, quoi, de se dire, bon, l'éducateur n'est pas d'accord, c'est pas grave, on a essayé, on a fait ce premier pas, et peut-être que cet éducateur, ça va le faire réfléchir. Peut-être que d'avoir refusé ça, il va se remettre en question, et puis suite à une deuxième demande, il va se dire, mais il y a de la demande. Alors peut-être qu'il y a quelque chose à faire, et je vais pas refuser toutes les personnes. Et donc voilà, c'est aussi un moyen de sensibiliser en fait. C'est un grand rôle que peuvent jouer les parents là-dedans, c'est le fait de venir toquer à ces portes-là, même si, comme tu le dis, ils sont face à des refus. C'est un moyen de sensibiliser à ces gens-là existent en fait, c'est de les faire exister. C'est des êtres visibles. C'est l'effet papillon, c'est exactement ça. C'est exactement ce que tu viens de dire. C'est de les rendre visibles. L'inclusion sociale commence par là. J'existe. Et toutes ces personnes ont leur place dans les clubs de sport. Donc voilà. Mais d'autre part, il faut aussi que les entraîneurs, les éducateurs aient conscience qu'en fait, recevoir une personne porteuse de handicap, ce n'est pas que donner. C'est vraiment recevoir, puisque c'est la présence de ces personnes, leur implication dans leur entraînement, l'échange avec les autres adhérents, avec les autres sportifs, peut être vraiment, vraiment bénéfique. Nous, on s'en est rendu compte également en équipe de France de karaté, puisque nos championnats d'Europe et du monde ont lieu en même temps que les championnats para. Et voilà, voyager avec ce groupe, vivre avec eux pendant une semaine, les encourager pour leur compétition et recevoir leur soutien. Ça a eu, à plusieurs reprises, on en a discuté avec nos collègues, avec la direction de l'équipe de France, il y a eu un impact extrêmement positif. Donc, c'est vraiment pas que donner cet investissement de temps, de patience. On est récompensé. Il y a un vrai bénéfice à recevoir ces personnes. Magnifique. C'est magnifique ce que tu dis. Et du coup, ça nous emmène sur une autre question où on aimerait avoir aussi tes conseils, Ahmed, c'est sur l'aspect de la formation. Parce que quand on s'est parlé la première fois, donc on a échangé par téléphone, puisque c'est Ibrahim Gary, donc champion du monde de karaté aussi, préparateur mental, qui nous a mis en relation. Et d'ailleurs, on a un podcast avec Ibrahim Gary. Pour tous ceux qui découvrent le podcast, vous pouvez remonter. C'est le premier podcast qu'on a fait, où on parle de la préparation mentale, on parle de ces questions-là. Et donc, d'ailleurs, Ibrahim, on te salue, on te remercie pour cette mise en relation. Voilà. Merci beaucoup, Ibrahim. Quand on s'est parlé la première fois, donc, on évoquait un peu ce sujet du handicap. Et tu as dit une chose qui m'a beaucoup marqué. Il m'a beaucoup marqué. Parce que je t'ai dit, voilà, Ahmed, c'est très difficile de réussir à se former en tant que coach. Et j'ai envie de dire, même en tant que parent, pour certains, de trouver l'accès à l'information pour pouvoir accompagner au mieux son enfant, parce que pour des parents aussi qui découvrent l'handicap de leurs enfants, c'est difficile. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas où donner, où parler, pas parler, il ne faut pas le dire, il faut le dire, ils ont un peu honte. Il y a plein de phénomènes aussi psychologiques autour de l'handicap, même pour l'enfant handicapé, dans sa famille, qui interviennent. Et du coup, la question de la formation, de l'information, de la sensibilisation, quand on parlait, tu m'as dit, mais justement, en fait,
ça nous laisse plein d'opportunités parce qu'on a tout à faire. Alors aujourd'hui, dans ce cas, je suis très heureux que quelque chose, en tout cas, t'ait marqué et qu'un message soit passé. Je pense qu'aujourd'hui, on fait vraiment office d'explorateur. Comme dans plusieurs disciplines sportives, dans le passé, il fallait trouver le moyen de devenir plus fort, plus vite, plus haut que d'autres, par exemple dans le domaine de la compétition, ou de faire mieux pour accueillir le plus de monde possible. Et ben, je me dis qu'aujourd'hui, on est un petit peu au même niveau dans beaucoup de disciplines sportives. Alors, il y en a certaines qui sont vraiment bien développées. Et en tant qu'explorateur, ça veut dire qu'on se doit de créer les routes. Pour ça, bien évidemment, il ne faut pas avoir peur de l'échec, il faut y aller, il faut tenter des choses. Et créer des routes, c'est mettre en place des protocoles, comme là, par exemple, ce dont on a discuté il y a quelques minutes, pour identifier les problèmes individuellement, essayer de proposer une activité ou plusieurs activités pour chaque problème, en essayant de se donner un seuil de réussite, en se disant, bon, s'il réussit à faire ça, on estime que là, c'est la première étape, ou alors c'est totalement réussi. Et ben, en tant qu'explorateur, notre travail, c'est de faire le parallèle entre les deux mondes, entre le monde sportif ou associatif, culturel, et le monde de la santé. Et donc, on doit trouver ces leviers, ces points d'accroche qui font que on va aller consulter le spécialiste de chaque domaine. Il faut aller voir celui ou celle qui suit la personne porteuse de handicap dans le milieu de la santé. Il faut aller voir quelles sont les contraintes, quels sont les enjeux, comment faire, pourquoi. Et il faut aller voir aussi les professionnels du sport et puis aller les voir et puis voir en fait ce que lui, elle peut proposer en termes d'exercice, en termes d'accompagnement, qu'est-ce qui est possible au niveau matériel, au niveau humain, au niveau environnemental. Donc, et après créer ce parallèle, les mettre en jonction et dire ok, bon bah le médecin ou l'éducateur spécialisé ou l'aide médico-éducatif m'a dit que telle personne était intéressante, telle chose était intéressante pour l'enfant parce que il peut pas faire autrement. Le responsable du sport, lui, m'a dit que lui, il pouvait l'accueillir dans un groupe, qu'il fallait un kimono, que ça allait tirer très fort, qu'il fallait un peu de physique, que ça allait peut-être faire mal, etc. Et créer des points d'accroche. Qu'est-ce qui est pas possible, qu'est-ce qui est possible. Quelles problématiques on pourra aborder, face auxquelles on sera confronté à un problème majeur. Pour moi, c'est ça notre travail. Aujourd'hui, on en est là. Mais faire des parallèles. Concrètement, allez. Qui sont les interlocuteurs? Comment on fait? On est dans une ville, là on est à Sarcelles, à Sarcelles où il y a déjà Ahmed et son équipe, donc ça marche pas. Mais je suis à Villiers-le-Bel. Je suis une maman ou je suis un papa. J'ai un enfant en situation de handicap. Je veux être cet explorateur-là. Voilà. Qui sont mes interlocuteurs? Sur le terrain, comme ça, dans la vie réelle, qui sont mes interlocuteurs? Dans le domaine médical et social, par exemple, il y a des associations qui œuvrent, beaucoup d'associations, qu'on peut voir d'ailleurs chaque année au Téléthon, soit collectées, soit passées à la télévision pour présenter ce qu'ils font, leurs actions, etc. Et donc, pour beaucoup de pathologies spécifiques, il y a des associations spécifiques qui se sont créées. Et pour des pathologies plus globales ou des handicaps en général, il y a aussi des associations qui se mettent en place. Je vous donne par exemple l'exemple de l'association Valentin OI, qui œuvre en région parisienne et qui a décidé de suivre et de soutenir financièrement pour l'achat de matériel Nohan Dudon, puisque aujourd'hui ils accompagnent qui est le champion d'Europe et qui est porteur d'une cécité. Aujourd'hui, voilà, cette association a contribué. Donc nous, si par exemple moi j'étais parent, j'irais regarder du côté soit des associations, soit par exemple, tout dépend en fait de la pathologie, mais on peut aller voir l'association des paralysés de France, l'APF. On peut voir, il y a beaucoup d'associations en tout cas qui sont répertoriées et qui ont des domaines d'action divers et variés. Donc ton premier conseil pour des parents, c'est chercher dans les associations qui concernent la pathologie qui vous concerne. Si ça existe. Voilà. Allez toquer à cette porte-là, première porte. Et si ça n'existe pas, rien n'empêche d'aller voir ces associations quand même, qui pourront nous guider derrière. Puisque les associations sont en lien, elles se connaissent. Elles savent aussi qui a quel champ d'action. Tout à fait. Et donc, il ne faut pas hésiter à aller voir déjà ces gens, ces professionnels qui ont l'habitude de suivre plusieurs profils, plusieurs types de handicaps et qui pourront conseiller, qui pourront aiguiller, qui pourront proposer des solutions éventuellement et voilà, ne pas rester seul, ne pas rester isolé. Donc, de manière concrète, déjà, les acteurs de terrain, ce sont eux.
elles et eux. Et si ça ne passe pas par le biais d'associations, si l'enfant est à l'école, passer par l'école. L'école peut aussi avoir des liens, des contacts, des idées à proposer aux familles. D'autre part, du côté plutôt sportif, aller voir les clubs directement. Qui sont des associations aussi d'ailleurs. Et tout à fait. Aller voir les clubs directement, se renseigner auprès d'une fédération si on n'a pas de vue, de répertoire, d'annuaire avec les clubs qui proposent ces actions. Et bien sûr, s'informer auprès de la direction de la jeunesse et des sports de chaque ville, département, région, aller voir les associations elles-mêmes, parler avec l'éducateur, l'éducatrice, de demander et puis s'informer. Et puis à partir de là, créer le parallèle avec le professionnel de chaque domaine. D'accord. Ok, donc c'est vraiment jouer ce rôle d'explorateur, aller toquer aux portes, grimper les petits monts Bien sûr. pour aller trouver, parce que ça peut paraître énorme, mais il suffit d'un contact. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est vrai que je ne l'ai pas cité, mais je vais plaider pour ma paroisse. Le premier interlocuteur, c'est également le médecin. Le médecin de famille, le médecin qui suit l'enfant, ou alors le médecin spécialiste de la pathologie dont est porteur l'enfant. Donc, l'un des premiers contacts peut être un médecin qui, lui, a pris connaissance normalement des associations, des liens, des contacts qui existent, surtout s'il est spécialisé dans un handicap spécifique, et qui pourra, lui, derrière, aiguiller, donner des informations médicales et dire ce qui est possible, ce qui est risqué pour l'enfant par rapport à sa pathologie. Donc, l'un des premiers contacts, leviers, peut-être déjà le médecin en lui-même et les associations tout autour. Aller voir sur Internet, aller voir directement dans les écoles. Voilà, tous ces professionnels peuvent aiguiller, peuvent aider, peuvent conseiller, peuvent avertir. Voilà. Et encore une fois, on insiste vraiment sur n'ayez pas peur de l'échec, n'ayez pas peur du refus, n'ayez pas peur de toquer à la mauvaise porte. On ne sait pas, peut-être que le contact qui vous débloquera la situation, vous l'aurez derrière une porte qui n'avait rien à voir. Vous vous êtes trompé. Mais cette personne-là dit « Non, mais attends, je connais telle association ou je connais tel club. » Je sais que nous, par exemple, les parents se passent beaucoup le mot. Et souvent, on est approché, on dit « Oui, on sait que vous avez des enfants en situation de handicap. Est-ce que je peux ramener mon fils? Est-ce que je peux ramener ma fille ?» etc. Exactement. Et c'est comme ça. Et c'est ce qui fait toute la beauté aussi de ces tissus associatifs, que ce soit les associations qui sont sur le plan éducatif et accompagnement des personnes en situation de handicap, les associations sportives qui offrent cet espace donc de pratique sportive à ces enfants, communiquent entre elles, et puis après, ça fait ce grand et beau réseau associatif des associations à but non lucratif, donc qu'on a ici en France beaucoup. La vie sociale, la vie citoyenne s'est beaucoup développée, et c'est une grande chance, et c'est une grande plus-value pour la société. Et donc, ne pas hésiter à se reposer dessus, ne pas avoir peur de l'échec et de continuer à explorer, et ne pas se décourager. Tout à fait. Et voilà, y aller étape par étape, problème par problème, et proposer des solutions à hauteur de ce qu'on peut amener. Bien évidemment, on n'est pas des super-héros et super-héroïnes. Parfois, on va être face à un échec majeur, face à quelque chose qui n'est pas possible. Alors, il y a plusieurs manières d'aborder cet échec. Soit on contourne le problème et on essaye de trouver une solution de remplacement, soit on l'accepte et on fait un travail d'acceptation là-dessus, et on va essayer de progresser dans d'autres domaines, tout simplement. Mais voilà, il faut être patient, il faut accepter ça, il faut, comme tu l'as dit, toquer à la mauvaise porte, il faut le faire. Et que ce soit dans un objectif de sensibilisation des gens qui nous accueillent, ou tout simplement même de prise de connaissance, de bouche à oreille, de tentative, eh bien, il faut le faire. Et donc maintenant pour les coachs, éducateurs sportifs, accompagnants, qui voudraient se former sur la prise en charge donc de personnes en situation de handicap, quels seraient tes conseils? Quelle serait la démarche? Quelqu'un qui a un brevet fédéral d'entraîneur ou un BPGEPS, quel est ton conseil? Toi qui l'as fait, c'est quoi le protocole? Voilà, je suis entraîneur de telle discipline, je suis accompagneur sportif, je suis même éducateur social. Je veux m'intéresser, je veux accompagner les enfants en situation de handicap. Eh bien, comment faire? Alors là, est-ce que tu parles dans le cadre où je reçois une candidature spontanée et là je me dis comment faire face à cette personne qui vient à moi, ou c'est venant de l'entraîneur qui lui voudrait en fait plutôt ce cas-là? Eh ben moi je pense que le handicap, c'est pas quelque chose de général qui mêle des gens tous ensemble dans une même case.
Le handicap, c'est quelque chose de très spécifique dans des situations données. Donc, je pense que l'entraîneur, l'éducateur ou autre dans le domaine sportif devra déjà se dire, peut-être réfléchir, qu'est-ce que mon sport peut amener à tel ou tel type de profil, tel ou tel type d'affection. Voilà, si par exemple, je sais pas, je fais de la boxe, eh bien, si moi je me dis, ça peut être très très bénéfique pour les personnes en fauteuil roulant, puisque là, je ne sais pas, moi, j'ai quelqu'un de ma famille, on peut se rapprocher, en fait, on peut se raccrocher à des situations personnelles, par exemple, des problématiques qui sont évoquées par des proches, des amis, des voisins, de la famille qui est en situation de handicap et qui ne trouve pas de solution. Eh ben, je pense que le sport, déjà, là, on peut déjà, en tant qu'éducateur, réfléchir à des solutions, à se dire, OK, moi, je pratique tel sport. Est-ce que je peux lui amener déjà des clés? Déjà, c'est se questionner, en fait. Dans quel champ d'action on a envie d'agir? Alors, soit on a un attrait particulier pour telle ou telle pathologie, tel ou tel domaine. Et ben là, on se dit, voilà, j'ai été très touché par un témoignage, par quelque chose que j'ai vu à la télé. Et là, dans ce cas, la première étape, c'est déjà de savoir où est-ce que je veux bosser, avec qui je veux bosser. Une deuxième étape serait déjà de s'informer, je pense, par tous les biais possibles, les livres, Internet, les podcasts, n'importe quoi qui puisse en tout cas nous informer. Et ce serait d'aller voir un petit peu de manière très simple, très basique, très schématique, de quoi il s'agit exactement. Comment fonctionne le corps normalement et qu'est-ce qui a dysfonctionné, qu'est-ce qui ne va pas à ce moment-là, qu'est-ce qui fonctionne différemment chez cette personne. Et quand on a compris cette différence, déjà, on a fait une grande avancée, puisque là, on a identifié la problématique exacte chez la personne qui va venir se présenter à nous ou avec qui on va vouloir développer une activité sportive. Est-ce que tu veux dire par là, Ahmed, qu'il faut briser la glace et qu'il faut arrêter de considérer que accepter un profil en situation de handicap dans son club, c'est pas forcément être un expert de la prise en charge des personnes handicapées. C'est tout simplement, à travers les lectures, à travers les podcasts, à travers des échanges, ça peut suffire comme connaissance générale, peut-être superficielle, mais ça peut suffire à accepter un enfant en situation de handicap et lui donner ses premières heures de vie en société dans le club. En tant que entre guillemets, explorateur, je pense que des experts, si on avait des experts, je pense qu'aujourd'hui, il y aurait eu beaucoup d'écriture, beaucoup d'études, beaucoup de livres qui donneraient énormément de renseignements là-dessus. Et aujourd'hui, peut-être qu'on n'aurait pas cette discussion. On aurait déjà des solutions. Si on avait déjà beaucoup d'experts, on n'en serait pas là. C'est vrai. Donc, non, moi je pense qu'il faut accepter de ne pas être expert. Moi, j'étais pas expert, j'ai des collègues là qui travaillent pareil, enfin mes collègues en tout cas qui travaillent avec nos athlètes para-karaté qui ne sont pas des experts, n'ont pas une expérience de plusieurs années dans ce travail-là. On apprend en faisant. Et comme on s'est dit tout à l'heure, on teste des choses et puis après on protocolise. On retient le chemin et on passe ou on repasse pas par là en se disant voilà, ça a fonctionné, peut-être que ça fonctionnerait avec d'autres personnes. Mais oui, il faut briser la glace. Et il faut aller s'informer, et de manière toujours très simple. Ça sert à rien de vouloir tout de suite aller chercher des connaissances ultra précises, ultra sophistiquées. Voilà, il y a des gens dont c'est le métier en médecine et tous les médecins ne savent pas tout. C'est-à-dire qu'il faut être spécialisé dans un domaine pour être vraiment dans la pointe de la pointe. Beaucoup d'autres médecins ne connaissent pas du tout, ne connaissent à peine certaines pathologies qui peuvent être rares ou même qui sont communes, mais qui pourtant en plus sont pourvoyeuses de handicaps forts. Donc il faut accepter de ne pas être un expert. Déjà avoir quelques données, certaines choses très basiques et toujours commencer par la base. Se dire, voilà, qu'est-ce que c'est la trisomie 21, qu'est-ce que c'est l'autisme, qu'est-ce que c'est globalement. Quand on a compris ce que c'est de manière facile, qu'on est capable de le réexpliquer à quelqu'un, c'est qu'on a déjà compris l'essentiel. Suite à ça, le dialogue ne sera pas rompu, il sera possible avec les accompagnants proches de la personne porteuse de handicap. On parlera le même langage, on saura de quoi il s'agit à peu près. Et puis là, tout de suite, ça donne matière à réfléchir, ça donne déjà des éléments pour construire des séances, pour construire quelque chose à court, moyen, long terme, en se disant, voilà, par exemple, je reçois un athlète qui est en situation de cécité et il veut faire des katas. Bon, c'est quoi ses problèmes ? Aujourd'hui, son problème, c'est qu'il ne voit pas. Ne pas voir, ça veut dire, je ne sais pas où je vais, ça veut dire, je vais avoir des soucis d'équilibre, ça veut dire aussi... potentiellement beaucoup d'exercices sur une jambe en équilibre ou quoi qui vont être très très compliqués. Ça veut dire aussi potentiellement percuter les autres qui sont autour de moi. Voilà. Donc déjà, quand je le sais, c'est très basique, c'est très simple.
comment, moi, dans ma pratique du karaté, je vais pouvoir aborder et travailler. Bon, on a parlé de l'équilibre. Eh bien, on va travailler sur tout ce qui est les sensations sous les pieds, avec divers revêtements, en travaillant sur 2 jambes, sur une jambe, sur quelque chose de mou, quelque chose de glissant, quelque chose de ferme. Et puis, travailler sur les repères. Qu'est-ce que tu sens avec ton pied? Est-ce que tu sens la ligne de tatami? Est-ce que tu peux t'en aider? Est-ce que maintenant, tu peux tenir sur une jambe, faire un coup de pied et ramener ta jambe? Donc ça, c'est déjà une première étape. Si on parle de soucis de distance, eh bien, on peut utiliser quelque chose de sonore. On peut par exemple mettre des cibles, quelque chose voilà, où on se rapproche de l'autre. On peut entendre comme des bip bip dans les aides d'assistance parking sur les véhicules. Ouais. On peut, voilà, il y a des petites adaptations qui existent comme ça aujourd'hui qui font que à chaque problème, on peut trouver sa solution grâce à la discipline sportive. Donc comme tu disais tout à l'heure, on revient au conseil qu'on avait abordé dans un autre périmètre, c'est tester, identifier, tester et patienter. En tant que coach, on veut accueillir, on s'informe. On n'a pas besoin d'être docteur en telle pathologie pour accepter un enfant en situation de handicap dans son club. Non, on s'informe. Et tu as dit une autre chose qui est très importante, échanger avec les parents. Et tout à fait, c'est les premiers interlocuteurs. Ils connaissent leur enfant, souvent ils se sont informés sur la pathologie, sur la condition de leur enfant. Il faut vraiment les prendre écouter. Leurs conseils. Votre enfant, voilà, il s'est passé ça aujourd'hui, il a bien réussi ça. Est-ce qu'à la maison c'est pareil? C'est très important aussi. Enfin, c'est une relation qui est indispensable. D'autant plus que pour beaucoup de personnes porteuses de handicap, l'autonomie c'est un point central. Et ce qui veut dire que rien ne se fait sans l'accompagnement des parents, des frères, des sœurs, des oncles ou tantes ou autres. Ils dépendent de ces gens-là. Donc, s'il n'y a pas un travail de collaboration, d'assistance, d'écoute, eh bien, en fait, on va se retrouver, on ne pourra pas travailler avec la personne porteuse de handicap puisque, voilà, pas dans tous les cas, mais dans beaucoup de situations, son autonomie dépend de ses accompagnants, de ses aidants. Ok. Et pour ceux qui voudraient aller un peu plus loin, tu m'as parlé tout à l'heure des IME, ceux qui voudraient aller un peu plus loin, pouvoir avoir des stages, des moments de vie avec des personnes en situation de handicap, comment ça se passe? Je pense qu'aujourd'hui, tout le tissu social dont tu as parlé et toutes les institutions qui existent déjà tout autour du handicap sont des éléments, des outils qu'on n'exploite pas assez, nous, dans les domaines associatifs sportifs. On l'exploite pas assez parce que je pense qu'en fait on peut vraiment aller vers l'échange pour être entre guillemets gagnant-gagnant et dire bon bah voilà, moi je suis un entraîneur qui cherche à m'informer, qui cherche à apprendre, qui cherche à accueillir, et bien pourquoi pas contacter une association, contacter un institut médico-éducatif, leur dire voilà, moi j'ai tel savoir-faire, j'aimerais pouvoir vous contribuer, vous apporter des outils, des éléments, des séances de sport, d'initiation, si ça peut être intéressant, à vous de me dire quelles sont les problématiques, quels sont les objectifs que vous pourriez mettre en place grâce à mon activité, tout comme aujourd'hui, il y a des activités rééducatives comme l'art-thérapie, l'équithérapie qui sont mis déjà en place. Et pourquoi pas le jiu-jitsu brésilien, qui est une activité qui peut être vraiment très bénéfique pour beaucoup de situations qui sont complexes. Et se dire, bon bah voilà, je m'adresse à ces associations, je vais voir un IME, leur dire, je vous propose des sessions d'initiation à ma discipline. Et en échange, eh bien vous, si vous pouvez nous faire une petite conférence, une présentation, nous donner des conseils très particuliers par rapport à tel ou tel enfant que l'on a accueilli au club, eh bien est-ce que vous pourriez nous aider avec vos outils? Et aujourd'hui, eux pourront proposer des outils comme l'étiquetage en couleur de certaines choses pour identifier voilà l'entrée du tatami, la sortie, comment je dois me comporter ici, comment je dois me comporter là, le contact, voilà. Et par exemple, à titre d'exemple, que j'avais déjà vu avec des enfants autistes, avec qui j'avais essayé un petit peu la pratique du karaté dans le cadre de l'IME. Pour eux, c'était très très compliqué la distance, le contact. Alors comment créer une confiance? Comment créer ce rapprochement avec l'autre? On avait travaillé avec des très gros ballons, espèces de ballons qu'on utilise pour faire du gainage par exemple, les ballons de gym. Gym ball, hein. Voilà. Et puis en fait qu'on leur faisait tenir et qu'on faisait tenir à quelqu'un d'autre en face d'eux. Et là en fait il y a un élément par exemple qu'on touche ensemble en même temps. Ça crée du lien. Donc il y a déjà un contact. Et puis on va travailler à la distance, on leur apprend en fait à tenir le ballon et à se mettre en garde et à se déplacer avec le ballon tout autour comme ça et à être en train de danser autour du ballon à deux comme si on était en garde de combat. Et il existe cette distance qu'il ne faut pas franchir. Et puis maintenant on veut les rapprocher. Donc on va s'équiper. On va utiliser des ballons de plus en plus petits, jusqu'à arriver au medicine ball, qui a la taille d'un ballon de foot. Ouais. Et là, on est quasiment en train de toucher la personne. Il existe toujours le ballon. La glace n'est pas brisée. Pour l'enfant, il y a cet élément qui est vecteur entre nous.
mais c'est quelque chose qui nous a rapprochés. Et là, on voit cette évolution qui, au début, l'enfant refusait le toucher, le contact physique, et qui finalement est capable d'être à 20 cm de quelqu'un et d'accepter. Et puis quand la confiance s'est peut-être installée, en fonction de l'adaptation, l'acceptation de l'enfant, pourquoi pas après aller au contact du kimono. Et puis créer progressivement comme ça. Moi, mon souci à ce moment-là, mon objectif, c'était de pallier à ce manque de contact. Il fallait qu'il sache gérer une distance, savoir une distance qui était dangereuse, où on pouvait se faire mal, et une distance qui était acceptable lorsqu'on était loin de l'autre. Et on a travaillé ça avec une mise en garde, des ballons de plus en plus petits. Dire ça, c'est trop proche, vous voyez, là on se touche. Ouais. Ça, c'est très loin, là on est sécure. Magnifique. Puisqu'il existe ce ballon. Et voilà, c'est une activité comme d'autres qui peuvent exister magnifique. Avec un objectif particulier. Et ça, dans le cadre des IME, avec les AME, donc les aides médico-éducatifs, les éducateurs spécialisés, qui sont à l'intérieur de cette IME, les ergothérapeutes, les infirmiers. Ça, c'est un travail collectif où vous avez étudié ensemble, vous avez mis en place, vous avez conceptualisé ce petit atelier avec la balle, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, puis ils ont donné leurs conseils, et puis toi, en tant que coach, tu as réajusté en disant, OK, on pourrait faire ça. Bien sûr, et c'est exactement ça en fait, c'est créer le parallèle, dire voilà, tous ces gens, ils ont la connaissance de la physiopathologie de la maladie, ils ont la connaissance de l'enfant, ils ont une certaine expérience de terrain, il faut les écouter parce que ils ont un apport qui est théorique et pratique. Et en échange, moi, je voulais mettre ça dans un cadre sportif. Identifier ce qui colle avec le karaté, identifier ce qui colle avec la pratique du jiu-jitsu. Exactement. Comment est-ce qu'on va jouer ? Le sport est un jeu. Comment est-ce qu'on va jouer ensemble pour progresser ? Comment est-ce qu'on va jouer ? Et c'est là, en fait, au lieu de faire une activité toute banale où globalement, on va créer une distance, dire exercice numéro 1, tu fais ça, exercice numéro 2, une activité de rééducation, comme vous pouvez, comme tout un chacun peut faire chez un kinésithérapeute. On va la faire sous forme de jeu. Et c'est à ça que se sert le sport. C'est à ça que sert le sport. C'est un jeu. Et c'est un jeu qui peut avoir des vertus thérapeutiques, puisque en jouant, on est en train de briser une certaine glace parce qu'on a oublié la condition dans laquelle on est. On est en train de jouer. Magnifique. Donc ça, c'est ton conseil envers les coachs. Donc c'est et le même que pour les parents, c'est allez toquer aux portes. N'ayez pas peur de toquer à la mauvaise porte. Allez dans les IME, faites une proposition, fais un petit dossier, présente ton parcours, présente ta section, présente ton sport, présente ta motivation. Va présenter ça aux IME, dire voilà, est-ce qu'il y a une équipe médicale qui est intéressée par le fait d'introduire le jiu-jitsu brésilien, d'introduire le karaté, d'introduire le judo, peu importe la boxe, dans votre institut médical pour qu'on puisse travailler avec vos patients. Et tout à fait. Et rentrer ça dans un au-delà des tatamis, dans un cadre où on va pouvoir traiter des pathologies à travers le sport. Exactement, des IME, des associations. Ne pas hésiter. Voilà, si je peux donner d'autres idées, pourquoi ne pas aller voir des écoles de psychomotricité, écoles d'ergothérapie, écoles de kinésithérapie, tous ces gens qui sont en contact avec un public qui est porteur de handicap. Mais pourquoi ne pas aller chercher des informations chez eux, avoir des informations très théoriques certes, mais qui seront très intéressantes pour un éducateur sportif, pour éventuellement également des élèves au sport, leur proposer, leur dire j'aimerais bien qu'on fasse un échange, sinon on peut avoir une contribution, vous apporter quelque chose au niveau du jiu-jitsu ou quelque chose comme ça et qui puisse vous aider vous proposer cette activité pour que vous puissiez vous derrière la reproposer en tant que soignant, l'adapter comme vous l'entendez, mais au moins vous aurez certaines bases. Et puis en échange, certains de vos étudiants pourraient éventuellement nous proposer comme une espèce d'exposé. Je pense que toutes les personnes qui sont porteuses de connaissances sont intéressantes à aller chercher, quelles qu'elles soient, étudiants, professionnels, experts, associations, IME, il faut aller les chercher. L'information se trouve partout, même Internet, même les livres. Bien sûr. Ça peut être suffisant et il faut aller chercher ces informations, surtout lorsqu'on est éducateur. Puisque là, pour le coup, si on peut avoir cette action d'éducation, de s'éduquer soi-même, mais d'éduquer aussi le reste du public qu'on accueille, qui n'est pas porteur de handicap, on est dans de l'éducation, une autre forme d'éducation que celle qui est sportive, mais à travers le sport, dans cette forme d'éducation, une éducation sociale qui est importante. Tout à fait. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et juste une parenthèse, c'est parmi les éducateurs qui nous écoutent ou les coachs ou quoi, il y a juste un prérequis à cela, c'est d'avoir un diplôme fédéral ou un diplôme d'État, parce qu'on ne peut pas approcher une IME si on est juste un coach bénévole. Ça va être difficile de pouvoir mettre ce projet en place, mais néanmoins, il y a un cursus aussi, pareil, c'est une petite digression que je fais, mais
Il y a des fédérations, allez passer vos diplômes, c'est pas compliqué. Comme ça vous permet, si vous voulez vous investir dans ce champ-là, alors commencez par ça. Et puis voilà, après, il y a des conseils qui sont partagés dans ce podcast. Ils ne sont pas compliqués. Et je pense que vraiment, la plus grande peur qu'il faut affronter, c'est la peur de toquer à la mauvaise porte et de se faire embarrer. Ah, c'est pas grave. Ah, c'est complètement pas grave. Vraiment, voilà. C'est bénéfique pour tout le monde. Super, en tout cas, Ahmed, super conseil sur le handicap. On te remercie vraiment, c'est magnifique. Je voudrais qu'on parle, si tu veux bien, d'un autre projet que tu portes, qui est plutôt l'accompagnement donc, d'athlètes, là, pas dans le cadre de l'handicap, mais dans le cadre donc, de la performance sportive, mais où toi, tu as apporté quand même un périmètre, une perspective de construction de vie autour de la pratique sportive. Alors, oui, ici à Sarcelles, alors le club, de par l'action de sa présidente Céline Renaud et du directeur technique Daniel de Barros. Donc le club de Sarcelles est connu en France, il est connu dans le monde entier. C'est un des très grands clubs de karaté au niveau mondial. Et donc aujourd'hui, c'est un club dit entre guillemets traditionnellement combat. Donc ils ont formé de nombreux champions du monde, champions d'Europe. C'est une association qui existe depuis plus de 40 ans, donc elle est connue et reconnue avec une vraie expérience. Et donc la direction du club voulait également étendre un peu plus la dimension kata, puisque nous avons eu des entraîneurs et athlètes kata avant moi, bien entendu, mais c'était pas une section qui était extrêmement développée. Voilà, c'était une section qui était très mineure par rapport au combat. Et donc, suite à ma vie d'athlète, impulsé avec l'arrivée d'un jeune athlète, Lucas Hoffman, qui voulait travailler, qui voulait progresser, en tout cas, qui n'était pas à Sarcelles, eh bien, avec cette impulsion-là, et puis la volonté des dirigeants de vouloir étendre également au kata, eh ben, on a pu mettre en place une structure qui s'appelle le pôle kata de Sarcelles, qui est passé de un athlète, donc Lucas Hoffman, qui était tout jeune athlète, voilà, pas débutant, déjà athlète, mais à niveau régional, et qui est devenu aujourd'hui un athlète majeur en France dans le domaine du karaté, puisqu'il est numéro, je dirais, dans le top, en tout cas dans le top 5 français, et qui est dans sa catégorie numéro 2 mondiale. Ça a eu une émulation, puisque d'autres athlètes se sont intéressés à cette structure. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir également d'autres personnes avec qui partager ce projet. Geoffroy Mounin, qui est entraîneur aujourd'hui kata à Sarcelles. Et puis, très récemment, donc les Montarello à Marseille. Et donc, aujourd'hui, il y a un pôle qui existe où on a un projet assez complet avec chaque athlète. Chaque athlète est mis au centre de son projet. Il est entouré d'une équipe, entre guillemets, dite la plus professionnelle possible. Donc, si possible, un préparateur physique, un préparateur mental, un préparateur technique, et puis tout ce qui est direction, et puis communication. Et l'objectif, en fait, c'est que ces athlètes qui arrivent au départ suivent une certaine trame de travail, qu'ils apprennent à travailler avec certaines professionnalisations de leur pratique, avec tous les outils qu'on peut leur amener et qu'on a pu avoir grâce à notre expérience en tant qu'athlète ou entraîneur, et par la suite les autonomiser et leur transmettre, leur donner envie de savoir utiliser chaque intervenant et ses compétences pour créer leur propre chemin, créer leur propre projet. Et donc voilà, au début on amène des outils et petit à petit c'est ces athlètes-là qui vont enrichir leur projet. Donc un athlète au départ arrive et voilà, bénéficie d'un certain nombre d'entraînements, de préparation physique, et par la suite il va être amené à réguler le nombre d'entraînements, savoir quand est-ce qu'il veut se reposer, de quoi a-t-il besoin en préparation physique. Il va savoir également utiliser la communication, parce qu'on va avoir des outils de communication. On va lui proposer des vidéos, des choses promotionnelles. On va lui proposer également de trouver un sponsor. On va l'aider à cette recherche de sponsor. Et donc voilà, on va lui en fait leur transmettre un petit peu tout ce qui entoure un athlète, comment s'entourer, comment gérer ça, comment demander, comment utiliser toutes les ressources qui sont mises à disposition. Et bien entendu, on prend en compte le projet social, professionnel, étudiant, scolaire de chaque personne, et on essaye justement après de les amener à avoir un double parcours ou un triple parcours pour certains, pour qu'ils puissent se développer, s'épanouir en ne se mettant aucune limite. En se disant, voilà, aujourd'hui, je n'ai que des problèmes à résoudre et il y a des solutions.
mais ce ne sont pas des problématiques qui sont limitantes et qui sont bloquées. Et donc, on a réussi avec certains en tout cas, à avoir un impact au-delà de leur vie d'athlète, au niveau de leur scolarité, au niveau de leur gestion du stress, au niveau de leur organisation, au niveau de leur de leur remise en question, de leur persévérance. Grâce à cet outil sportif, qui est un outil de haut niveau, eh bien on va avoir une contribution dans la vie de ces jeunes gens qui vont grandir en tant qu'adultes et qui vont apprendre à gérer un projet au départ avec beaucoup d'aide et puis petit à petit en autonomie. Parce que c'est vrai que la vie d'un athlète, elle peut être très vite compromise. C'est-à-dire l'athlète, il est dépendant de sa condition physique. Une blessure peut mettre fin à ta carrière, peut mettre fin à tes perspectives professionnelles si tout n'a été basé que sur ça. C'est multifactoriel, hein, comme tout un chacun, c'est ultra complexe. On a beaucoup de dimensions. On a la dimension physique, la dimension mentale, la dimension technique également, la dimension environnementale. La dimension environnementale, à titre d'exemple, c'est où est-ce qu'il est situé mon dojo? Est-ce qu'il est loin? Est-ce qu'il est pas loin? S'il est loin, comment je fais pour m'entraîner? Un entraîneur me propose des entraînements en visio, par exemple, en direct en visio. Je peux être à Metz et m'entraîner avec mon entraîneur qui est à Paris. Bon, maintenant que j'ai cette contrainte environnementale qui est résolue, chez moi, est-ce que j'ai des tatamis? Est-ce que je peux travailler sur quelque chose? Est-ce que je peux recréer des conditions d'un dojo? Donc et voilà, tout ça, ce n'est par exemple qu'une problématique environnementale. On peut avoir des problématiques physiques, techniques, mentales qui vont jouer sur la performance d'un athlète qui va être réglée au millimètre près le jour J, au moment T. Et donc, pour l'entraîneur, l'enjeu va être d'orchestrer, d'accorder toute cette symphonie autour de l'athlète pour faire en sorte que tout le monde joue juste et joue pour l'athlète, pour que l'athlète soit dans la meilleure condition possible pour performer. Et l'enjeu pour l'athlète, lui, ça va être de savoir de se nourrir de tout ça, à bon escient, au bon moment, à la bonne dose, pour pouvoir se connaître soi-même et savoir ce dont on a besoin pour progresser et pour arriver au plus haut niveau possible. Et bien évidemment, au début, quand c'est une découverte, c'est très facile. C'est des outils qu'il n'avait pas, qu'il ne savait pas utiliser. Bon, et ben petit à petit, il apprend à les utiliser. Donc ça va créer des changements majeurs, une progression qui va monter en flèche. Mais une fois que ça s'est fait, l'enjeu, ce sera de se dire, bon, j'ai mis tout ça en place. Comment je vais faire pour progresser, pour aller au-delà de tout ce que j'ai mis en place? Bon, bien évidemment, il y a la répétition. Répéter, c'est une chose. Et maintenant que j'ai répété, que je progresse plus ou que j'ai atteint un certain seuil, une certaine limite de progression, comment je vais faire pour aller encore plus haut? Et c'est là qu'on va aller réformer des choses, aller au détail du détail, changer, faire une rétrospective de ce qui s'est passé, de comment on voit les choses à l'avenir, de ce qui a marché et pas marché. Et là, on commence à être dans l'ultra détail de l'athlète de haut niveau. Donc c'est ça qu'on veut apporter à ces jeunes sportifs qui grandissent et qui ont choisi le karaté pour s'affirmer et s'épanouir. Et qui peut-être évolueront pas comme le champion du monde dans sa catégorie, mais on voit d'ailleurs de plus en plus de sportifs de haut niveau qui entre guillemets, diversifient leur expertise et deviennent des consultants, deviennent des coachs eux-mêmes ou des préparateurs, ou peuvent tirer profit de cet accompagnement justement qui est mis à disposition des athlètes pendant leur période de préparation avec objectif de performance, mais pour leur donner des outils qu'ils pourront réutiliser dans la vie, même si leur carrière de sportif de haut niveau, en tant que candidat au titre, s'arrête, qu'ils puissent se recycler en fait, qu'ils ne soient pas enfermés juste sur la capacité à produire des performances. Mais tout à fait. C'est exactement ça. Ça, c'est vraiment tout l'enjeu et c'est ce à quoi on pense en backstage, puisque la finalité, bien évidemment, un résultat, un titre de champion du monde, champion d'Europe en karaté, c'est prestigieux pour nous, c'est très important, mais dehors, qu'est-ce que ça veut dire? Dehors, qu'est-ce que ça veut dire? On peut avoir gagné le championnat d'Europe dimanche et prendre le RER lundi. Exactement. Donc dehors, ça veut absolument rien dire. La finalité, pour nous, ça va pas être la médaille. Ça va être un accomplissement, une étape. Ça va être très important à prendre en compte et à l'expliquer à l'athlète, que c'est pas une fin en soi. Mais par contre, retenir les valeurs que ça peut inculquer, avoir cette dynamique, cette discipline, de se dire, voilà, j'ai déjà connu l'échec, mais finalement, j'ai gagné après. Où j'ai su mettre des étapes sur mon parcours pour arriver à une certaine victoire peut-être, ou même à un autre échec, mais à une satisfaction. J'ai été blessé, j'ai déjà eu peur, j'ai déjà vécu des choses, des événements sous pression, j'ai déjà eu des instructions où on m'a demandé d'agir sans réfléchir. Est-ce que ça a été une bonne chose pour moi? J'ai déjà eu des contraintes de temps. Par exemple,
Je rentre de la journée de cours, je rentre, il y a entraînement, mais j'ai aussi des devoirs. Comment je vais faire? J'ai compétition ce week-end, j'ai examen lundi. Comment je vais faire? Mais nous, on a été confrontés à ça en tant qu'étudiants et sportifs. Et aujourd'hui, nos athlètes sont confrontés au même problème. Et en fait, c'est drôle de voir ça avec un certain recul et de se dire, en fait, c'est les mêmes problématiques, mais avec du recul, on se rend compte en fait de ce qu'on a gagné nous grâce au projet qu'on avait développé, en se disant mais c'est plus un problème pour nous. Et c'est là qu'on voit que c'est pas si évident pour tout le monde. Et donc on est là, justement, notre mission à travers ce projet, c'est de les accompagner à savoir gérer toutes ces contraintes avec en vue et en ligne de mire l'excellence. C'est surtout ça qui va compter. Comment je vais faire pour accomplir telle ou telle chose de la manière dont j'ai envie de le faire, avec les meilleurs outils possibles, à un très haut niveau, tout en ayant une multitude de contraintes. Très intéressant parce que ce qu'on voit, on arrive à la fin de notre podcast, mais ce qu'on peut voir, Ahmed, c'est que ce soit dans le cadre de l'handicap ou dans le cadre de la performance, l'impact social, il est intrinsèque. L'impact social, la pratique sportive, que ce soit pour la recherche de performance de titres, que ce soit pour l'inclusion sociale, pour le développement cognitif, mental, ça terminera toujours en fait avec un impact social, avec dans ma vie, ça va m'apporter quelque chose au-delà du titre. Quoi qu'il en soit. C'est exactement ça. Le sport, dans toutes ses dimensions, c'est un outil qui est, je pense, aujourd'hui sous-utilisé, sous-estimé, et qui mériterait en tout cas d'avoir une place et un champ d'action beaucoup plus grand, puisqu'il est bénéfique dans bien des domaines. Et il pourrait avoir en tout cas apporter des solutions dans beaucoup de situations qu'on pourrait trouver bloquées ou très complexes. Et puis on voit qu'il peut ouvrir plein d'opportunités, plein de vocations, parce que ton parcours, il en témoigne. Hein. Tu commences avec le sport, mais tu finis aujourd'hui là. Tu vas valider ton diplôme de médecin. C'est bien ça, t'es en fin de cycle de médecine. Là, je commence l'internat dans une dizaine de jours. Voilà. Donc dans une dizaine de jours, je pourrais être considéré comme médecin, mais oui, si. Donc faudra qu'on t'appelle docteur. C'est pas encore. Non, ça c'est. non, ça c'est quand on a la thèse. Là, on est appelé docteur. D'accord. Mais là, c'est la première étape, c'est devenir médecin, devenir interne. Mais oui, si je pouvais passer un message aux gens qui nous écoutent ou qui m'écoutent là en tout cas, ce serait vraiment de ne pas avoir de limite. C'est vraiment ça. Dans la limite de ce qui est faisable, avoir vraiment zéro limite par rapport aux capacités de développement, aux perspectives d'avenir, de se dire voilà, j'ai tel objectif, à n'importe quel âge, dans n'importe quelle condition, c'est possible. Je suis en situation de handicap, je suis pas en situation de handicap, j'ai 3 projets en même temps, professionnels, scolaires, sportifs. Il y a zéro limite. Tout est faisable, tout est possible. Vraiment, voilà. Ne vous mettez pas de limite et si ça peut aider certains à les toquer dans les clubs de sport, j'estime que ce sera une très grande victoire. Merci pour tous ces conseils, Ahmed. Du coup, la suite pour toi, c'est quoi? Donc là, tu vas commencer, on appelle ça en internat, ça? Tu commences à être interne? Oui, je commence l'internat en médecine générale à Besançon le 4 novembre. D'accord. Donc voilà. Voilà, donc ceux qui passent à l'hôpital, peut-être que vous croiserez Ahmed. Et du coup, tes perspectives par rapport au sport, alors voilà, tu vois, si tu fais ton internat, tu vas être interne pendant une certaine durée de temps, une certaine période. C'est quoi tes perspectives par rapport au sport? Tu veux valider ce statut-là de médecin pour continuer à être dans le sport? Est-ce que tu veux faire que du médical? Alors c'est une très bonne question. Je pense qu'aujourd'hui je me laisse un peu porter par les projets. Voilà, je sens que je suis dans un rythme agréable entre mes études et entre le management un petit peu et le travail en collaboration avec mes collègues ici du pôle Kata. Quand ce sera quelque chose qui ne sera, enfin si c'est quelque chose qui ne serait peut-être plus possible du tout, là je pense avoir en tout cas des ressources, des personnes sur qui compter pour prendre la transmission de ça. Je pense que c'est un projet qui a une flamme qui restera toujours allumée au cours du temps, que ce soit avec moi ou sans moi. Et donc voilà, l'objectif pour l'instant, moi, c'est de développer chacun de ses pans individuellement, chacun de son côté, à fond dans le sport, essayer de voir jusqu'où on peut mener ce pôle, comment on peut le développer encore mieux avec d'autres idées, apporter de l'innovation pour apporter encore plus d'outils à chaque athlète
et avoir un minimum de contraintes. Et dans mon projet médical, c'est déjà d'apprendre à être un bon médecin, de comprendre, d'écouter les gens. Et puis, par la suite, pourquoi pas joindre les deux domaines et pourquoi pas continuer dans la médecine du sport, accompagner de manière spécialisée peut-être des sportifs ou non. Je ne sais pas, on verra. Tu te laisses voilà. tu continues à explorer. Exactement, toujours. En tout cas, on te souhaite plein de réussites dans ton parcours, dans tes projets, Ahmed, que tu puisses continuer à être une plus-value et à créer de la valeur en fait pour les gens qui t'entourent, pour les communautés de sportifs, pour les communautés de personnes handicapées. On te remercie sincèrement, vraiment, on a été honoré de te recevoir. On te remercie de nous avoir fait l'honneur de ta présence et c'était très enrichissant, très bénéfique. J'espère que pour vous qui nous avez écoutés aussi, ça a pu vous donner des conseils pratico-pratiques, peut-être des axes de perspective, de réflexion sur votre engagement à vous auprès des personnes en situation de handicap ou tout simplement en tant que personne qui accompagnante de personnes en situation de handicap, vous redonner un petit peu de peps, un petit peu de motivation. Et voilà, quoi vous dire de plus? Où est-ce qu'on peut te trouver, Ahmed, si les gens voudraient te suivre? Voilà, c'est sur les réseaux sociaux. Bah écoute, déjà moi je tiens à te remercier, à vous remercier tous. Merci beaucoup. C'est pour moi que c'était un honneur de pouvoir faire part de ces expériences. J'espère sincèrement que que ça pourra toucher des gens et inciter au changement positif si c'est possible. Et puis je vous souhaite également une très bonne continuation à tous dans le travail que vous faites. Merci. C'est magnifique et c'est beau de donner la parole à des gens qui sont sur le terrain. Voilà, donc c'est vraiment très appréciable de pouvoir partager ces expériences. Et pour les gens qui veulent me suivre ou suivre notre activité, vous pouvez trouver Karaté Sarcelles sur Instagram, Ahmed Zemouri sur Instagram, et voilà, vous pourrez être tenu au courant de toute l'actualité de nos jeunes pépites et voir un petit peu comment les projets avancent, quoi. Parfait, on mettra tout ça en commentaire de ce podcast. Et donc, s'ils veulent rentrer en contact avec toi, ils peuvent t'envoyer des messages sur Instagram, tu réponds, ou t'es plutôt mail ou Instagram? Sur Instagram, c'est très bien, Ahmed Zemouri, avec grand plaisir. Bon, on mettra les liens. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouveau podcast de Au-delà des tatamis. On était avec Ahmed Zemouri, donc futur médecin, champion du monde de karaté, ergothérapeute, j'en passe. Voilà, coach pour le para karaté, etc. Donc voilà, ça a été un super moment. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous qui nous écoutez. N'hésitez pas à partager ce podcast avec les gens qui vous entourent, avec des gens que vous connaissez, qui sont dans des situations qu'on a évoquées, pour que ça puisse être bénéfique au-delà des tatamis pour le plus grand nombre de gens. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à très vite pour un futur podcast et prenez soin de vous. Ciao.